Les apprenants togolais se préparent à reprendre le chemin des classes le 16 septembre prochain. Et pour cette nouvelle rentrée, les téléphones portables ne seront plus autorisés dans tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. Il s'agit en effet d'une décision interministérielle. Selon les ministres Dodi Kokoroko et Isaac Tiakbe, respectivement ministres des enseignements primaires et secondaires et ministres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'utilisation du téléphone portable est interdite aux élèves dans les enceintes des établissements publics et privés. Toujours à en croire la note, l'utilisation du téléphone portable dans les écoles est admise dans des cas exceptionnels, notamment si une activité pédagogique ou éducative implique le recours aux outils numériques ou encore si une circonstance d'urgence nécessite l'alerte des secours ou des personnes susceptibles de fournir une quelconque assistance. Rappelons que si le téléphone portable est devenu un outil indispensable pour la majeure partie des gens au niveau scolaire, cet outil est utilisé à d'autres fins, à savoir les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et TikTok entre autres, ce qui pèse énormément sur la performance des élèves. L'Agence nationale de la météorologie togolaise, ANAMET, a récemment annoncé des mois pluvieux de septembre à novembre 2024. Cette annonce fait déjà réfléchir la mairie du Golfe 4, puisque cette commune fait partie de celles qui enregistrent le plus grand nombre de sinistrés et de dégâts lors des saisons pluvieuses, entraînant des inondations. Le maire de la commune a saisi le chef de l'État pour lui demander d'enclencher les grands travaux d'assainissement. Selon les explications de la commune, les moyens dont elle dispose ne peuvent servir qu'à acheter des motopompes pour évacuer les zones inondées. Cette alternative n'est que provisoire pour soulager les populations ayant le pied dans l'eau. La mairie du Golfe 4 estime que la solution à long terme à ces inondations récurrentes, c'est la réalisation des grands travaux d'assainissement. Et quand on parle de grands travaux, il n'y a que l'État pour endosser les responsabilités. Ces grands travaux ne vont pas sauver seulement la commune du Golfe 4, mais aussi le Grand Lomé et ses zones périphériques. Ces dernières années, sous l'effet du changement climatique, le Grand Lomé est en proie aux inondations. Ceci pousse beaucoup d'acteurs de la vie sociopolitique du pays, ainsi que certains spécialistes, à demander un nouveau schéma directeur d'assainissement pour toutes les communes du Togo et plus particulièrement le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a émis une alerte en raison d'une montée prévue du niveau de la mer au cours des mois de septembre et octobre 2024. Les services hydrologiques et océanographiques ont signalé que cette élévation pourrait entraîner des inondations soudaines, des érosions côtières, ainsi que d'autres perturbations maritimes affectant potentiellement les populations vivant le long du littoral. En réponse à cette situation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé des mesures de prévention. La cellule de veille nationale, mise en place pour surveiller ces phénomènes, continuera de suivre de près l'évolution de la situation. Les autorités ont recommandé aux habitants et aux visiteurs de la côte d'éviter les baignades et toutes les activités à proximité immédiate du bord de la mer durant cette période. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Caliste Batosi Majulba, a précisé que des patrouilles renforcées seront déployées pour assurer l'ordre et la sécurité sur les plages. Des campagnes de sensibilisation seront menées pour informer la population des précautions à prendre et des mesures de sécurité en vigueur. Le gouvernement appelle à la vigilance et invite les citoyens à respecter les consignes officielles pour réduire les risques liés à cette montée des eaux. Il est important de rappeler qu'au Togo, chaque année à partir de septembre, le niveau de la mer connaît une élévation. La coopération de tous est essentielle pour atténuer les risques liés à ces conditions maritimes et protéger les populations vulnérables. Une station-service fermée et des clients qui patientent dans leur véhicule, pour certains depuis lundi. Une scène devenue banale à Lagos, mais aussi à Abuja ou Kano. Si ces automobilistes ont ciblé une station de la NNPC, la compagnie nationale, c'est que le carburant y est un peu moins cher que dans les enseignes privées. Et que les prix à la pompe ont encore flambé de près de 45% dans la nuit de lundi à mardi au Nigeria. Ils attendent donc que la station rouvre.
L'argent que je devais donner à ma femme pour acheter à manger, je vais devoir l'utiliser pour acheter de l'essence. Ce n'est donc pas rentable. Et quand j'annoncerai à mes clients que le nouveau prix de la course est de 1000 naira, ils vont me causer des ennuis. Mais ce n'est pas de ma faute. Je sais ce que j'ai vu à la station-service. Comment dégager des bénéfices pour ce conducteur de Danfo, les célèbres minibus jaunes de Lagos, avec un prix à la pompe qui est passé d'environ 610 naira à 855 naira le litre, voire 1200 naira dans les stations privées. Pour les usagers de transport en commun, la situation paraît tout aussi insoluble. À quoi bon se rendre au travail dans ces conditions ? La situation est tellement mauvaise. J'en ai marre, parce que la moitié de mon salaire mensuel passe dans mes frais de transport. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts à cause de ça. J'attends depuis 2 heures. Je vais au travail, mais il n'y a pas de taxi disponible car il n'y a pas d'essence. Et là, je suis en retard. En plus, le prix de la course a été augmenté. Elle est passée à 400 naira. 400 naira contre 200 lundi, donc. Les Nigérians sont comme sonnés par la décision de la NNPC. D'autant qu'ils subissent déjà une inflation à plus de 30%, une flambée des prix de l'alimentation en particulier et la dévaluation de leur monnaie nationale, le naira. Le pays est plongé dans l'une des pires crises économiques depuis des décennies. Le président Tinubu est en Chine cette semaine. L'un de ses conseillers a justifié le feu vert donné par l'État à la NNPC pour augmenter ses prix par la nécessité pour l'entreprise de rembourser sa dette qui atteindrait, selon des médias locaux, les 6 milliards de dollars. Les Algériens étaient appelés aux urnes samedi pour élire leur prochain président. Ce scrutin organisé 2 mois avant le terme du mandat en cours, avec comme principal enjeu le taux de participation. À 20h, à la fermeture des bureaux de vote, il était à 48,03% selon le président de l'autorité des élections, Mohamed Chari. Les opérations de vote ont été prolongées d'1 heure pour permettre à certains électeurs d'accomplir leurs devoirs. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en jeu. Beaucoup de choses en dépendront. Les hôpitaux, les universités, le pouvoir d'achat, ainsi que la stabilité du pays. C'est pourquoi le président doit bénéficier d'un véritable soutien populaire. Donné vainqueur de cette élection, le président sortant Abdelmadjid Tebboune comptait sur ce scrutin pour renforcer sa légitimité, espérant qu'un plus grand nombre des 24 millions d'électeurs du pays se rendraient aux urnes. Lors de sa première élection, seulement 39,9% des électeurs avaient voté. Un taux d'abstention record au milieu d'une vague de contestation. Pour ce scrutin, le président du mouvement Irak a dénoncé une parodie d'élection et un régime répressif. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochaines 48 heures. Les États-Unis et l'Équateur ont proposé vendredi un projet de résolution appelant les Nations Unies à planifier une opération de maintien de la paix pour remplacer la mission dirigée par le Kenya en Haïti afin de soutenir la police dans la lutte contre la violence des gangs. La transformation de la force multinationale en une mission de paix des Nations Unies devrait pouvoir répondre aux défis actuels dont son sous-financement. Son budget est estimé à 600 millions de dollars par an. Les États-Unis et le Canada ont jusqu'à présent fourni la majorité des fonds nécessaires. En revanche, les opérations de maintien de la paix sont financées par un budget spécial de l'ONU. En visite à Port-au-Prince jeudi, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a annoncé une aide de 45 millions de dollars dans le cadre du programme Open Help. 2 mois après leur arrivée, les troupes kenyanes peinent à imposer l'ordre. Les gangs font la loi dans plusieurs quartiers de la capitale et dans certaines provinces. Par ailleurs, le manque de matériel militaire adéquat et les barrières linguistiques entravent la collaboration entre les policiers kenyans et leurs homologues haïtiens selon des sources locales. Alors qu'ils devraient normalement retourner à l'école, les enfants de la famille Koudé errent avec des bracelets de gravats ramassés dans un bâtiment détruit. Après une dizaine d'heures de travail, ils ont gagné environ 15 shekels, soit 4 $, en vendant la poudre issue des gravats qui sera utilisée pour construire de nouvelles tombes dans le sud de la bande de Gaza. Dans d'autres pays, les enfants de notre âge étudient. Mais nous travaillons dans un domaine qui dépasse nos capacités. Nous ne sommes pas
pas faits pour ce travail, mais nous y sommes contraints pour survivre. Gaza entame sa deuxième année scolaire sans école. La plupart des enfants sont occupés à aider leurs familles dans leur lutte quotidienne pour survivre au milieu de la campagne israélienne. Les 625 000 enfants en âge d'être scolarisés ont déjà manqué presque une année entière. L'avenir des enfants est compromis. Il n'y a pas d'éducation. Ce qu'ils ont appris l'année dernière, ils l'ont complètement oublié. Demandez-leur, ils ont tout oublié. Plus de 90% des bâtiments scolaires ont été endommagés par les bombardements israéliens. Selon le Groupe mondial pour l'éducation, un consortium d'organisations humanitaires dirigé par l'UNICEF et Save the Children. Dans le Nord, nous vivions dans l'abondance. Chaque jour, nous changions les vêtements de nos enfants et les envoyions à l'école. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, pas d'éducation et aucune des nécessités de la vie n'est disponible dans ce camp. L'éducation a toujours été une priorité pour les Palestiniens. Avant la guerre, Gaza affichait un taux d'alphabétisation élevé, proche de 98%. Aujourd'hui, environ 1 900 000 Gazaouis sont entassés dans des camps. Samedi, les rues de Tel Aviv ont été prises d'assaut par des dizaines de personnes protestant contre l'incapacité du Premier ministre Benjamin Netanyahou à libérer les otages restants à Gaza. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants. Depuis la découverte le 31 août dernier de 6 corps d'otages dans le corridor de Philadelphie, la rue accentue la pression. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, vous avez exprimé vos regrets auprès des familles des otages en disant « Désolé, nous n'avons pas pu les ramener ». Mais quel est le sens de ces excuses si vous n'avez pas l'intention de modifier vos méthodes? Nous ne vous pardonnerons pas. Ces dernières semaines, les rassemblements des jeunes ou encore de la Histadrout, la principale confédération syndicale d'Israël, se sont multipliés dans plusieurs villes. En outre, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'organisation d'élections. Le corridor de Philadelphie n'est pas un tuyau d'oxygène pour le Hamas, c'est le vôtre et celui de la coalition, et vous enlevez tout l'oxygène aux otages, les condamnant ainsi à mort. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pose comme préalable à tout accord de cessez-le-feu et à la libération des otages le contrôle du corridor de Philadelphie, ce à quoi le Hamas s'oppose. Par ailleurs, l'Égypte menace de remettre en cause l'accord de paix de 1979.